En 2-3 mots, on est là ce soir pour commémorer les victimes qui ont été enterrées vivantes à Mwenga, dans le sud Kivu. C'est une tragédie qui a eu lieu dans les années 90, plus précisément en 99. Des femmes ont été enterrées vivantes et je pense qu'il y avait 2 hommes. Et donc aujourd'hui on est là pour essayer un petit peu de reparler de tout ça, de recontextualiser, mais surtout pour que cela ne se répète plus. Quand j'ai discuté avec Hélène, il y a Hélène Madimba qui a mis en place l'événement, je vais lui donner la parole tout de suite. Elle me disait, voilà, c'est un projet pilote. On est là pour mettre en place un agenda sur lequel on vous invite tous, en tout cas ceux qui veulent, à venir travailler pour que cet événement puisse devenir un événement, une espèce de commémoration, un rendez-vous ponctuel, une fois par an, où on se retrouve tous pour rediscuter, pour faire le point. Mwenga ce soir, c'est la porte d'entrée vers ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, plus précisément ce qui se passe au Kivu. Sans plus tarder, je vais passer la parole d'abord à Hélène Madimba et ensuite à Gisèle Mandeila, qui sont les 2 cerveaux qui ont mis en place cet événement. Ensuite, je reviendrai vers vous pour vous donner la suite du programme de la soirée. Merci vraiment d'avoir accepté de prendre de votre temps pour venir partager avec nous ce moment de commémoration. Cette commémoration est hautement emblématique dans la mesure où, à travers les femmes de Mwenga, c'est toutes les femmes, toutes les filles et tous les bébés dont les corps ont été profanés et ravagés. C'est pour toutes celles-là, on pense aussi à toutes celles-là. Et cette histoire se passe dans notre pays depuis que la guerre a commencé en 1996. Par ailleurs, ce moment de commémoration, qui est un moment du devoir de mémoire, est aussi un moment pour dénoncer en fait la banalisation des viols dans une certaine presse. On a lu dans une certaine presse que le viol au Congo est une pratique culturelle. On a lu dans une certaine presse que le Congo est devenu la capitale mondiale des viols. On dénonce ça fermement parce que le viol au Congo, c'est une pratique nouvelle qui a été introduite suite aux guerres récurrentes justement. Une pratique qui consiste à terroriser les populations pour les obliger à quitter leur terre. Non, c'est pour cela qu'on dit non, ce n'est pas une pratique culturelle, c'est un crime. Un crime qu'il faut condamner et on est là pour le dénoncer ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci Wendy. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier tous au nom des différents partenaires de cette action, la SBL Okoli Maman Torimboka, le collectif des femmes congolaises pour la paix, le CCAEB, et au nom de toutes les femmes victimes des viols et des violences en RDC et par le monde, parce que je pense que cette soirée était importante, cette commémoration était importante pour rendre hommage à ces femmes-là. Et je voudrais remercier en tout cas toutes les personnes de bonne volonté qui ont dénoncé et qui continuent à dénoncer ce qui se passe à l'est de la RDC. Je voudrais aussi remercier nos invités, Thierry Michel, Colette Bretman, qui quand je les ai appelés pour venir aborder la question, parce qu'ils travaillent beaucoup sur ces dossiers, ces thématiques, ont directement dit oui. Et ensemble, je pense que nous allons jeter les jalons pour les actions futures par rapport au plan d'action qu'on vous présentera par après. Je voudrais remercier aussi Isabelle Kempener qui représente Viviane Tettelbaum, qui est la présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Nous avons invité toutes les associations des femmes, toutes les personnes qui sont épris des droits de l'homme et surtout le droit et l'égalité des chances par rapport aux femmes. Donc beaucoup ont répondu positivement, mais malheureusement ne pouvaient pas être là parce que bon, voilà, le vendredi au Parlement, ce sont les plénières. Et hier, on a eu avec le CCAEB et le Browenrad
il y a eu la soirée, enfin la journée de femmes de paix, donc il y a eu des invités et aujourd'hui malheureusement ils ne pouvaient pas être là parce qu'ils étaient avec ces invités qui certains répartent aujourd'hui et d'autres répartiront peut-être dans les jours à venir. Donc ils étaient avec eux, en tout cas ils sont de tout cœur avec nous. Madame Isabelle Simonis, la ministre de droit des femmes aussi a répondu positivement. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle a lancé aussi l'action Alter Égale aujourd'hui, mais elle nous assure de son soutien et nous avons pris langue avec le chef de son cabinet, le directeur de son cabinet, pour les actions futures et voir un peu dans quelle mesure on pourra collaborer ensemble avec elle. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'emblée, de vous parler aussi du début de cette action. En fait, cette action, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Cette action, elle a commencé il y a plus ou moins 1 an et demi. C'est avec mon ancien collègue Vincent Lurquin, député du groupe Écolo, qui est aussi, on le présentera tout à l'heure, qui est aussi avocat au tribunal pénal à la Cour pénale internationale et au tribunal pénal international pour le Rwanda, avec qui nous avons discuté, nous avons interpellé au Parlement quand j'étais là-bas sur les féminicides avec Viviane Tetelbaum et d'autres. Et partant de cela, nous avons décidé ensemble de pouvoir mener des actions par rapport à cela. Il était question que l'on parte, que l'on retourne dans l'est de la RDC, à Mwenga en particulier. Malheureusement, la période était mal choisie parce que c'était en fait à la veille des élections et nos partis respectifs nous ont demandé de ne pas y aller parce qu'il y avait des dépenses électorales, donc on a postposé et ces voyages est postposé pour début 2015. Nous partirons avec Vincent. Et ceux qui veulent bien nous accompagner aussi, ben voilà, vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse ensemble aller voir ce qui se passe sur le terrain, recueillir des témoignages de ces femmes-là et venir après pour l'action. Donc je ne vais pas dévoiler l'action maintenant, je pense qu'on les dira tout à l'heure. Donc voilà, mesdames et messieurs, je suis activiste et je le resterai. Je le resterai tant que le silence sera assourdissant et la lâcheté des hommes, de la communauté internationale et des gouvernements congolais subsistera. Je me lèverai encore et encore pour dénoncer. Les femmes ont le droit de vivre en paix, de ne pas se faire violer ni d'être tuées. Ces droits, nombreux sont celles qui l'ont perdu dans les zones de conflit et ailleurs, même en dehors des périodes de conflit. En 2007, Madame Ertur, rapporteure spéciale du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, déclarait, je cite, « La situation dans les deux Kivu est la pire crise que j'ai rencontrée jusqu'ici. La guerre est l'une des plus meurtrières au monde et a entraîné la mort de plus de 5 millions de personnes et jeté plus de 2 millions de déplacés sur les routes et c'est dans une quasi-indifférence. Depuis plus de 20 ans, des femmes, des petites filles et depuis peu, des bébés sont violés et utilisés comme des munitions. Comme le dit le docteur Mukwege, le viol est une arme de destruction massive, et moi je rajoute, plus efficace que les armes chimiques, qui de surcroît n'écoutent rien à celui qui s'en sert. Les corps des femmes sont devenus des champs de bataille. On viole, collectivement, en public, pendant des jours, parfois pendant des mois, avant de tirer une balle dans les vagins ou de lacérer à coups de lames de rasoir, de les remplir de sel, de soude caustique ou d'y verser de l'essence et d'y mettre le feu. Ce n'est plus un simple viol, c'est de la torture, du terrorisme. Oui, osons le dire, l'enfer se trouve dans le Kivu. En RDC, les viols sont utilisés comme une arme de guerre pour terroriser la population, briser les familles, démoraliser les communautés en vue de déstructurer toute une société et la remplacer par une autre pour, in fine, revendiquer la balkanisation du territoire congolais. Au Congo, la guerre permanente est celle que les hommes mènent contre les femmes en les violant. Mais attention, Hélène l'a dit, l'idée que la violence sexuelle serait acceptable, prévisible, culturelle et ancrée dans le psyché national ne peut plus être acceptée. Non, mesdames et messieurs, ceux et celles qui affirment cela ne connaissent ni l'histoire ni la culture congolaise. Pour preuve, on dit pour le cas de la RDC que les viols est devenu, j'insiste, est devenu une arme de guerre et non est un phénomène naturel. Cette pratique importée d'ailleurs n'est pas une culture congolaise. Congolais et Congolaises, femmes et hommes du monde épris de vérité,
Lèvons-nous pour dire non à ces allégations qui ne servent qu'à justifier les silences assourdissants et l'implication tiède de la communauté internationale, à brouiller les pistes ou à se donner bonne conscience pour ne pas s'impliquer dans la recherche d'une paix durable et à ne pas condamner les actuels amis et pourvoyeurs des multinationales qui achètent les minerais congolais à moindre coût. Non, la fausse culture congolaise du viol ne doit pas servir de bouc émissaire à ceux-là même qui veulent déstructurer la société congolaise. L'acte de viol est organisé et programmé dans le but de détruire non seulement la victime individuellement, mais aussi les communautés. Mesdames et messieurs, les viols renversent les liens sociaux et familiaux. Dispersant les individus, ils perturbent l'organisation même de la société. Les massacres par les viols sont une stratégie planifiée. Les Congolais planifieraient-ils leur propre destruction? Dès lors, comment peut-on dire que la violence sexuelle est culturelle en RDC? Le viol est devenu entre autres un instrument de vengeance sur la population. Cela s'est passé il y a 15 ans à Mwenga et continue encore aujourd'hui. Octobre 1999, à 130 km au sud de Bukavu, pendant la guerre soi-disant de libération, 15 femmes et 2 hommes ont été torturés, violés, puis enterrés vivants. Accusées de sorcellerie et d'appui aux combattants Maï-Maï, elles ont été promenées nues dans les rues avant d'être enterrées vivantes dans un campement militaire à Mwenga Centre, territoire sous contrôle de la rébellion du Rassemblement Congolais pour la démocratie, le RCD. Les plus chanceuses ont été enterrées vivantes immédiatement. Pour les autres, les supplices ont duré plus d'une semaine. Ces femmes ont été humiliées et torturées. Enfoncement dans les appareils génitaux des victimes d'un tison ou d'une tige préalablement plongée dans l'eau pimentée, enfoncement d'un bâton dans le rectum, éventrement à coups de poignard, plongée des victimes dans des fûts d'eau sursaturés de sel et de piments rouges, avant d'être promenées nues publiquement du lieu d'arrestation arbitraire jusqu'au lieu du supplice. Accusées de sorcellerie par le commandant Franck Kasereka et confirmées par les propos d'une prêtresse animiste, elles ont subi le martyre. Mesdames et messieurs, Mwenga est une affaire de toute Congolaise et de tout Congolais, de tout qui est la violence et qui prône la paix. La barbarie des Mwenga, dans l'histoire de l'humanité, nous impose une prise de conscience univoque pour maintenir vivant la mémoire et les souvenirs de ces femmes dans l'histoire de la femme noire, de l'Afrique, mais aussi dans l'histoire universelle. Cette soirée vous est dédiée, vous, femmes noires, femmes congolaises, femmes courage, résistantes, qui avez payé de votre vie. Nous nous inclinons face à votre détermination, à votre martyre. Pour vous, Kito Safi, Agnès Kunga, Monique Natukusu, Mbilizi Musombwa, Evelyne Bitondo, Dieudonné Mouchimbwa, Sibazuri Zawadi, Kalifula Bungilila, Françoise Mwaouma, Wasiwa Mitiki, Nyasa Kasandula, Wakenge Toubou et Albertina Moutiki. Nous n'allons plus nous taire. Nous refusons d'être complices de ces meurtres et dénonçons les silences coupables de la communauté internationale et la responsabilité des gouvernements congolais dans l'impunité de votre assassinat. À travers vos meurtres, nous perpétuons aussi la mémoire des victimes innocentes de la guerre qui sévit à l'est de la RDC et dans les zones en conflit de par le monde. Nous réclamons que justice soit faite pour que les âmes de nos sœurs et frères reposent en paix et que le deuil soit enfin terminé pour leurs familles. Nous demandons à Ban Ki-moon, à François Hollande, Bill Clinton, David Cameron, Joseph Kabila, Paul Kagame, Madame Zuma, Barack Obama, M. Juncker, ce qu'ils ressentiraient si on venait à commettre ces viols sur leurs mères, sœurs, filles et femmes. Pourquoi dès lors ferment-ils les yeux et sont-ils sourds aux souffrances des femmes congolaises? Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire pour l'entame de cette soirée et je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, avant de commencer, je vous prierai donc d'excuser une fois de plus Mme Viviane Tetelbaum, qui est présidente du Conseil des femmes et qui est retenue par ailleurs et que je remplace donc ce soir au nom du CFFD. Quand Viviane m'a demandé de prendre la parole en son nom au cours de cette commémoration, je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas le martyre des femmes de Mwenga. J'avais découvert les horreurs dont certains hommes étaient capables à l'égard des femmes en travaillant sur une proposition de résolution
relative aux violences sexuelles faites aux femmes en RDC. Cette proposition de résolution avait été votée à l'unanimité au sein du Parlement francophone bruxellois en 2005. Ne connaissant pas le martyre des femmes de Mwenga, je me suis renseignée, j'ai lu pas mal d'articles. J'ai visionné un reportage sur le docteur Mukwege et j'ai vu des photos que j'aurais préféré ne jamais voir. À plusieurs reprises, les agressions et les viols dont les femmes sont victimes dans le Sud Kivu ont été décrites dans ces reportages comme une volonté de détruire les communautés et une volonté de déstructuration de la société et de ses valeurs fondamentales. Quand des hommes s'attaquent de la sorte au corps des femmes, c'est aussi à leurs origines qu'ils s'attaquent ou qu'ils renoncent. Le CFFB participe à la dénonciation de toute forme de violence faite aux femmes, que ce soit ici en Belgique ou à l'étranger. Le thème du viol utilisé comme arme de guerre a d'ailleurs déjà été abordé au sein de la commission violence du Conseil. De nombreuses manifestations et colloques sur le thème des violences à l'égard des femmes ont été organisées dans un but de sensibilisation, de conscientisation pénale internationale pour la RDC, ainsi que l'instauration d'une journée mondiale de lutte contre les violences sexuelles mutilantes et stérilisantes utilisées comme arme de guerre. Les atrocités vécues par les femmes au Congo doivent être dénoncées et sues. Quand le Parlement francophone bruxellois ou le Sénat vote une résolution relative aux violences faites aux femmes en RDC, ou que Gisèle Mandela et Viviane Tettelbaum déposent un texte visant à la reconnaissance du féminicide en 2012, à ces moments-là, tout le monde s'insurge et dénonce ce qui se passe au Congo. Et puis les années passent, rien ne change et les textes et les bonnes intentions se multiplient. J'espère qu'à la fin de cette soirée, des actions concrètes seront demandées, que ce soit aux décideurs politiques ou aux associations représentant les femmes. Et je m'engage en tout cas à les relayer au sein du Conseil des femmes francophones de Belgique. Merci. C'est-à-dire arriver à ce qu'on puisse avoir un tribunal international pour la RDC et puis qu'on puisse avoir une journée de commémoration. En tout cas, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est le but, en tout cas l'un des premiers buts, c'est vraiment arriver à instaurer un rendez-vous annuel pour commémorer ce qui s'est passé à Mwenga. Alors, on va continuer le programme avec Dada Stella. J'aimerais bien lui demander de venir nous rejoindre. Voilà, il n'y a pas longtemps, elle est originaire de Mwenga. Donc, qui mieux qu'elle pour déclamer le poème qu'on va entendre tout à l'heure, mais surtout parce qu'à travers toutes les activités qui ont souvent été organisées par rapport aux femmes du Kivu, elle est toujours là. Pour tout le volet culturel, pour tout le volet dénonciation via la culture, elle est présente. Elle a toute une série de scénettes. Je pense que je commence à les connaître par cœur. Mais ce soir, elle en a choisi une seule. Nous sommes toutes les deux de Mwenga. Alors, imaginons ces femmes-là qui hantent nos cœurs, qui nous hantent chaque jour parce que leur sang réclame justice. Et elles dansent avec nous, n'est-ce pas? Yeah. Malilai, 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 Malilai. Oh, douleur. Oh, douleur. Quand donc quitteras-tu mon cœur? Oh, mon cœur. Garde, éternel, mes 15 sœurs enterrées vivantes. Oh, mes sœurs, que jamais le souvenir de votre calvaire ne s'estompe. 15 étaient-elles. 15 à être précipitées vivantes sous terre.
15 martyrs, 15 innocentes. Oh, douleur, oh mes sœurs. Oh, douleur, oh mon cœur. Et vous, bourreaux, et vous, cœur de pierre, avez-vous été portés à la vie par des femmes de chair, ô bourreaux? Pourquoi le crime est-il votre ivresse? Pourquoi verser le sang d'innocentes Congolaises? Ô diable sur terre, criminel sans frontières! Oh, douleur dans mon cœur. Oh, douleur pour mes sœurs. Oh, douleur, oh, mes pleurs. Le qui vous saigne. Le Congo se pleure. L'Afrique se recueille. Et l'humanité horrifiée ne peut en croire ses oreilles. Et c'est vrai que là-bas, à Mwenga, dans les forêts et les marais, on a enterré 15 femmes vivantes. Des hommes sans foi ni loi ont enterré 15 femmes vivantes. Quelle loi condamnera ce crime, hein? Quelle loi condamnera ce crime? Le tribunal de nos cœurs a déjà jugé le crime. Le crime contre l'humanité. Oh douleur, oh mes sœurs. Oh douleur, oh mes pleurs. Oh fureur, oh, oh. Usilie nyamanza ukilia naminitalia. Usilie nyamanza ukilia naminitalia. Nalia chozi la damu imenisha fahamu, imenisha fahamu. Volez en paix, vous mes 15 étoiles. Partez en paix. Vous pour qui se sont-ils les cloches de l'église? Reposez-vous en paix. Vous qui êtes partis sans nos prières. Que les ancêtres vous accueillent, âmes martyrs. Que la terre violée du Congo vous soit légère. Que votre sang versé arrose nos espoirs. Ba Assané, Ba Assané, Ba Assané, Ba Assané, Ba Assané. Et que nos bouches crient justice. Que nos bouches crient justice. 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 Que nos bouches crient justice. Justice. Justice pour nos sœurs suppliciées. 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 Justice. Justice. Suppliciées. Justice. Suppliciées. Que nos bouches crient justice. 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 Merci. Il y a simplement un problème du refroidissement que nous avons subi il y a quelques jours et Madeleine est en forme. C'est ainsi qu'elle m'a demandé un peu de la remplacer ce jour. Alors cette statue qui est présentée aujourd'hui, elle est faite par l'association Kings Up, c'est Kinshasa, hein, Thumbs Up, qui a été créée en 1991 par Madeleine Bichilwala et qui a fait de nombreuses actions sur le terrain, surtout pour les enfants de la rue, qui certains aujourd'hui sont des jeunes gens mariés ayant des enfants. Et Madame Bichilwala, entre parenthèses, avec d'autres dames qui sont ici, comme Gisèle Mandaïla, Marceline Loukala,
et d'autres qui ne sont pas ici, je crois, ont été primées hier, femmes de paix, pour leurs actions justement en RDC et aussi ici en Belgique. Et elle souhaitait aussi que nous puissions remercier les partenaires et les amis, entre autres le collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice, le FIREFEC, FIREFEC et la Ligue des mères de la Nation. La statue Chaumba porte ce nom en mémoire d'une femme congolaise du Kasaï dont la mission essentielle était l'amour et la paix et qui avait vraiment une mission réconciliatrice. Ainsi, en RDC, il y a une multitude, comme cela pratique, les parents en reconnaissance ou en souvenir des œuvres de cette dame ont donné le nom de Chaumba et de nombreux Ndoi ou Shakema, c'est-à-dire de même nom homonyme, sont aujourd'hui en RDC. Cette statue est le rappel d'une période où la barbarie a atteint son summum en RDC. La statue Chaumba est là pour qu'on ne nie pas les faits atroces, imprescriptibles, dans un trou humanitaire de notre histoire. Cette sculpture a été élevée pour sensibiliser aux violences sexuelles, mais aussi psychologiques, que subissent de nombreuses femmes, non seulement en RDC, celle-ci particulièrement, mais en Afrique, être femme est parfois une souffrance. La femme a besoin de paix. La femme, c'est la maman Ake, la Inabanza, qui a besoin de paix pour remplir sa mission essentielle, celle d'éduquer une nation. Chez le Bantou, la statue a un symbole. L'art structural est un instrument durable, un langage universel qui devient un instrument de guérison par une force vitale qui en émane, soit après des rites, soit après une maternité, une statue autour de laquelle on demande l'intercession, la fertilité et bien d'autres choses encore. La statue rassure. Vous verrez la statue exposée et les photos tout à l'heure dans le hall. Elle a une posture de la main qui dit stop. Ça suffit. Halte à la barbarie sur le corps des femmes comme champ de bataille. Viol comme arme de destruction massive. Et vous verrez qu'elle est nue. Car la femme africaine, quand elle se met nue, et particulièrement en RDC, quand les femmes se lèvent, se dénudent, et ne portent que pour vêtements un cache-sexe, c'est une menace spirituelle, une malédiction. Et elles disent, arrêtez ce que vous faites, sinon les conséquences seront incalculables pour vous. L'artiste Soma a commencé cette œuvre. Cette œuvre a été dynamique, en ce sens qu'il y a eu une première présentation à Ixelles, avec le Centre culturel d'Ixelles, et il y a eu des critiques, et elle a été transformée suite aux critiques. Si d'aventure aujourd'hui quelqu'un avait une idée, l'artiste est prêt à, si elle est pertinente, à faire une petite modification pour rappeler cette idée-là. Donc, ce qui est ici, je vais vous dire, la maman, comme dans partout au monde, mais particulièrement en RDC, les enfants appartiennent à la maman. Et quand on détruit la maman, on a tout détruit. Je vous remercie. Je pense que, à l'heure des 10 minutes que je vais vous montrer, la séquence Mwenga spécifiquement, donc on peut commencer par cette séquence. Alors le problème logistique est sérieux, je pense, c'est qu'on n'a pas de... la séquence n'est pas mise sur l'amplification de la salle. Et sur le petit baffle de bureau, on ne se prend pas sur les salles. On peut mettre le micro devant. Je pense qu'on doit mettre le micro sur les baffles. Mettre un micro. À Mwenga, ce qui me frappe toujours, c'est la modestie de ce mausolée, et le fait que les gens disent qu'ils l'ont construit eux-mêmes, ils ont fait des petites collectes avec très peu de moyens, et ils ont construit ça simplement par eux-mêmes pour qu'on n'oublie pas, et que pendant des années, après le massacre, ils ont été abandonnés, personne n'est allé à Mwenga, et c'est seulement quand il y a eu la marche des femmes, où certaines d'entre nous ici étaient présentes, que ces femmes, pour la première
fois ont eu la visite d'étrangers et que la parole s'est libérée. Et jusqu'aujourd'hui, je trouve que ce qui se dégage de Mwenga quand on y va, c'est un sentiment de solitude, d'abandon, où il y a ce petit mausolée où il se recueille, mais où cette population est restée seule avec son chagrin, et quand on leur parle, ils nous disent mais parlez pour nous, ils nous interpellent, mais nous on nous a oubliés, on a souffert, et on vit toujours dans ce sentiment de solitude et d'une très très grande pauvreté. Et donc les séquelles de ce qui s'est passé ne sont pas du tout réparées. Il n'y a pas eu on a beaucoup parlé des châtiments, des punitions, il n'y a pas eu, mais il n'y a pas eu non plus beaucoup de réparation envers ces femmes de Mwenga, envers les survivantes. Merci. Alors, peut-être, Monsieur Thierry Michel, Madame Brackman disait qu'on a un sentiment de solitude quand on se rend à Mwenga. Ces populations ont l'impression d'être des laissés pour compte. Vous les avez vus, vous les avez côtoyés, vous avez discuté avec eux pour arriver à extraire cette parole qu'on a pu entendre ce soir. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui expliquerait le fait qu'ils soient oubliés dans la région du Sud Kivu? D'abord, je soulignais qu'on a été à Mwenga, mais on a été dans bien d'autres lieux. Kassika, on a été Moutaroulé. Moutaroulé, c'était au mois de juin, 35 mois. Cagnola, c'était il y a 2 ans. Donc ici, on est dans un massacre lointain, parmi plusieurs qu'on a pu suivre. Et c'est vrai qu'on essaie de récolter une série de témoignages dans ces différents lieux de souffrance immondes qu'ont vécu principalement les femmes au Congo. Et la chose qui ressort évidemment le plus, et qui est d'ailleurs aujourd'hui, je pense, ce qui motive le plus le docteur Mukwege, c'est évidemment que ces gens n'ont jamais eu réparation. Ils ont été réparés évidemment par le docteur au niveau physique et même mental, puisque le docteur fait non seulement un travail sur les corps, mais sur les esprits, sur les âmes, sur la conscience, pour essayer que ces femmes victimes puissent devenir parfois même des activistes, en faisant tout un travail de rééducation psychologique. Mais partout se pose la question comment cicatriser les plaies, et on ne peut pas cicatriser les plaies, si la vérité n'est pas dite, et Dieu sait s'il y a des lieux complètement oubliés de ces massacres, donc peut-être le premier lieu du premier massacre historique qui a marqué les 2 guerres du Kivu, c'est les Méras. C'est les Méras où le docteur était directeur de l'hôpital et où les troupes de la FDL, dirigées par, vous savez, sont venus massacrer les malades dans leur lit et le personnel médical, et où il n'y a pas de mausolée aujourd'hui. Ça, ce sont les lieux inconnus, mais c'est le massacre fondateur de toutes ces violences qui vont faire le quotidien, malheureusement, du Congo depuis 10 ans. C'est là que je voudrais lire un petit extrait du docteur, et je vais quand même vous faire... Bon, je me suis un peu énervé tout à l'heure, excusez-moi, on va pouvoir voir la séquence sur le docteur, mais vraiment, je vous dis, c'est dommage, parce que je pense que... Parce qu'on parlait de lui, la population le connaissait, et parlait avec lui, je dis oui, les gens disaient c'est notre héros, donc ça circulait quand même, l'information circulait, mais de bouche à oreille au niveau de la population. Mais il ne passait pas dans les milieux officiels, il ne passait pas à la télévision, mais quand même les gens savaient qui il était. Évidemment, ce qui me frappe, c'est quand on le voit dans le film, la force qu'il a sur écran et tout, je pense que personne n'ose le laisser parler à la télévision, parce qu'il a une telle force de conviction, il crève l'écran, et que c'est peut-être ça qu'on veut éviter, et que donc son nom circule, mais presque pas clandestinement, mais enfin de bouche à oreille, mais que les gens commencent quand même, en tout cas dans les villes, à Lubumbashi, à Kinshasa, à bien le connaître. Et alors, je voudrais juste dire ceci, il y a 2 ans, à l'invitation de Wallonie-Bruxelles, le docteur avait été invité à Kinshasa. Et c'était extraordinaire, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était durant 3 matinées, où il y a eu dans le petit centre Wallonie-Bruxelles, que Marc Cohen ici connaît bien, on avait invité des catégories sociales différentes.
différentes. Il y avait une fois c'était les ONG, une fois c'était la société civile, et une autre fois c'était les journalistes. Et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le docteur a parlé, les 3 fois, après 2 heures d'intervention du docteur, les 3 fois, sans qu'il y ait une consigne qui ait été donnée, les 3 fois, la salle s'est levée, tout le monde en pleurant chantait Debout Congolais, et le docteur était là, les gens se levaient. Donc il avait un impact incroyable, surtout sur le public de Kinshasa, qui est déjà un peu plus blindé, plus cynique peut-être que dans les villes de l'intérieur. Les gens se levaient en larmes, ils chantaient Debout Congolais, et c'était comme leur fierté, leur volonté de se battre. Et donc je me dis, si dans ce petit cénacle, le docteur obtenait un résultat pareil, mais qu'est-ce que ce serait s'il parlait au Parlement, à l'Assemblée nationale, ou dans des lieux plus grands au Congo? Tout le monde se lèverait, tout le monde chanterait Debout Congolais, les gens se mettraient debout et commenceraient à marcher, et c'est ça qu'on ne veut pas. J'ai dit de répertorier. En fait, le répertoire est fait. Donc le travail est quand même extrêmement facilité aujourd'hui, puisqu'il y a ce fameux rapport mapping qui a été fait par les Nations Unies, par des experts, durant plusieurs années, et qui évalue toutes les violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire de 1993-2003. Donc il a répertorié ces violations. Vous avez vu celle de Mwenga, c'est une parmi d'autres, puisqu'ils en ont répertorié 617. Voilà. Alors ces violences ont fait l'objet d'une cartographie, c'est pourquoi ça s'appelle rapport mapping. Ça a été financé par de nombreux pays, la Belgique y a contribué d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc tous les événements qui se sont passés de manière chronologique et géographique. Et ce rapport au départ a été fait où on localisait et on définissait qui étaient les victimes, mais également qui étaient les bourreaux. Malheureusement, il a été expurgé avant publication de qui étaient les bourreaux. Mais enfin, ça existe. C'est à Genève, aux Nations Unies. J'ai d'ailleurs essayé d'obtenir le rapport non expurgé. J'ai écrit d'ailleurs à M. Scott Campbell, je ne peux pas cacher qui c'était. Il m'a répondu par courrier que c'était strictly confidential. Le pauvre Scott Campbell, malheureusement, a été aujourd'hui déclaré persona non grata au Congo. Voilà, donc il y a là un élément quand même qui va permettre à ceux qui un jour se pencheront sur les responsabilités d'avoir des éléments de réponse. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, on va procéder à une première... Je me présente, Lydie Bassila. Je suis membre du collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice. Et bon, je salue vraiment cette initiative et je suis vraiment touchée par ce qui vient d'être dit, plus particulièrement par l'intervention du docteur Mukwege. Et ça me fait penser, en fait, c'est une réflexion parce que je trouve que ça scandaleux. Le viol est scandaleux, mais la manière dont on traite la question est tout aussi scandaleuse. Parce que là, le docteur Mukwege est un docteur, il est médecin. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un vide devant lui, il est obligé de prendre la main politique, ce qui n'était pas la sienne. Et cet homme de valeur dont on a besoin vraiment pour sa technicité, demain va être récupéré dans un domaine qui n'est pas sien, le domaine politique. Aujourd'hui, il est reçu par toutes les sommités mondiales. Les mêmes sommités qui reçoivent nos politiciens. C'est le même discours. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a de la schizophrénie quelque part. Ce sont les mêmes qui reçoivent nos dirigeants, qui reçoivent le docteur Mukwege, et on ne sait même pas s'ils sont en train de le monter, si on ne monte pas les autres, les uns contre les autres, et tout ça, ça va aboutir à un chaos. Ce n'est pas normal. On met des millions, et c'est le combat d'un seul homme. Ça paraît être maintenant comme être un combat d'un seul homme. Alors que tous les jours, vous allez voir ces politiques, tous les jours, on a les autorités belges qui sont en train de faire des forums ici, on ne laisse même pas la parole aux gens pour expliquer ce qui se passe, parce que nos dirigeants sont les seuls interlocuteurs valables, et ils n'ont même pas encore trouvé des solutions, et c'est M. Mukwege qui va les trouver. Moi, je pose la question. Et aujourd'hui, nous portons, nous, en associatif, cette douloureuse tâche d'aller rencontrer des politiques, de faire du lobbying, là où vous êtes en train de faire de la coopération, je ne sais même pas de quelle nature, c'est les politiques ou diplomatiques ou je ne sais trop quoi. Ça fait 12 ans que ça dure, et il n'y a rien. Voilà, c'était ça. Une petite précision. Bonsoir à tous.
Ma question est un peu naïve parce que moi je ne connaissais pas le sujet. Je ne suis pas originaire du Congo normalement. Et j'apprécie beaucoup l'initiative et tous mes encouragements vraiment et un travail de fond qui est fait par rapport à tout ça. Ma question est la suivante. Vos associations militent beaucoup pour la dénonciation des faits de Mwenga et des victimes faites aux femmes. Mais avez-vous des relais au niveau local pour aider les victimes de cette atrocité? Ne serait-ce qu'une aide psychologique par rapport à toutes les associations que vous avez ici en Belgique qui dénoncent ces faits. Merci. Je représente le club Agora. Donc, comme le précédent, je remercie d'abord les organisateurs pour cette initiative, c'est très louable. Et j'apprécie aussi l'intervention de ma sœur qui a parlé précédemment. Je vais aller dans la même direction. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure ici que parmi les pays, la Belgique prend des résolutions contre la violation des femmes, etc. Moi, j'ai dit que ça ne sert strictement à rien quand il n'y a pas de contraintes. Combien de résolutions a-t-on pris à ce sujet? Mwenga dont on parle, ça date de 1999. Et les docteurs, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la semaine dernière, le mois dernier, ils opèrent les femmes violées. Et c'est inimaginable. C'est tout à fait inimaginable. Voilà. J'interpelle non seulement la dame qui a parlé, mais peut-être aussi l'avocat qui est derrière. Je m'appelle Saïd Chatar, donc je travaille dans des journaux marocains et dans des sites électroniques tels que Maglor FR, Dunia News, et je collabore avec le journal Yombola. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai trouvé là dans le film d'intéressant, de très pertinent, c'est quand le premier monsieur qu'on avait vu se recueillir devant la fosse commune où sa femme a été enterrée, et il avait posé cette question: pour quelle raison on a justement enseveli ces femmes vivantes. D'ailleurs, je tiens à vous faire remarquer de faire très attention que les brimades, les viols n'ont pas été subis uniquement par les femmes, mais par les hommes aussi. Parce que moi, j'avais reçu, via mon courriel, des messages où je voyais des hommes aussi violés, amputés, etc. Donc il ne faut pas tomber dans le piège du féminisme. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas été violées, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège du féminisme. Ça d'une part. D'autre part, dans le film, j'ai vu qu'il y avait l'or. Il y avait une fabrique d'or, une usine qui fabriquait des lingots d'or, etc. Donc le monsieur a posé la question pour quelle raison, et le film il nous a donné une partie de la réponse: c'est à cause de l'or en général. Voilà. Je m'appelle donc Dibois, je suis de l'association Bakushinta. Je remercie Hélène Madinda et Gisèle Mandaïla pour l'initiative de cette action qui vaut la peine d'être là, et que nous allons soutenir tous du mieux que nous pouvons. C'est vrai, je soutiens aussi madame qui a pris la parole en premier, parce qu'on peut dire qu'on en a marre. On en a absolument marre de tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas... On voit madame Clinton, elle est partie, elle revient. Qu'est-ce qui se passe réellement au Congo? Quelles sont les décisions qu'on prend? Le film, il est bon. Il va servir d'archive. Le cas, aujourd'hui on parle du Kivu. Le cas de Mwenga, Monsieur Michel a parlé du premier cas dont le docteur lui-même avait parlé, Limera. Mais il se fait qu'au Congo, il n'y a plus que le Kivu. J'ai entendu un témoignage dernièrement. Le Nord Katanga subit tout ce qui s'est passé au Kivu. Et comme vient de le dire le monsieur, la dame qui nous donnait le témoignage est rentrée après 32 ans de vie en Belgique. Elle est rentrée pour son frère qui a été sodomisé. Son frère qui n'osait même plus la regarder dans les yeux. Donc je crois qu'il serait temps, on ne doit plus se contenter des résolutions de parlement ou de je ne sais pas quoi. Il serait temps qu'on prenne quand même une décision en ce moment et qu'on y mette fin. Il y a le mapping, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce que le Congo,
est en train de mourir. Merci. Est-ce que vous pouvez juste fermer votre micro? Fermez le micro. Merci. Sur la question du docteur, il n'est pas seul, mais Colette va en parler après moi sûrement. Il est vraiment l'expression de cette communauté de femmes que vous avez vues dans le film. Et vous avez vu que ces femmes ne sont plus des victimes. Vous avez vu un petit morceau, ce n'est qu'un extrait d'un film, hein, vous verrez. Cette réunion des femmes à Kavumu était d'une violence invraisemblable, enfin d'une audace invraisemblable. Parce qu'ils l'ont fait face au procureur, face au colonel de l'armée, face au colonel de la police, au point que le colonel de l'armée a pris à prendre en disant « Attendez, là, on déborde ici, je suis venu en atelier, je me retrouve à la barre, je me retrouve au tribunal, je me retrouve mis en procès. » Vous savez que ces femmes n'ont aujourd'hui plus peur. Elles ont osé dire face au procureur « Monsieur le procureur, comment voulez-vous qu'on puisse un jour avoir un peu une réparation, puisque la première chose qui va nous arriver si on va chez vous pour porter une plainte, c'est qu'on va devoir vous payer 100 $. D'ailleurs, vous appelez dans toute la communauté Monsieur 100 $. Voilà, donc, alors, et c'est ça qu'il faut voir, et c'est ce que j'espère le film pourra bien montrer, c'est cette mobilisation des femmes. Vous avez vu une autre séquence, hein. Vous avez vu la conseillère juridique qui arrive dans une communauté de femmes. Elle représente quoi? Elle représente aussi le combat de ces femmes et du docteur Mukwege. Vous avez vu cette force collective, qui est en plus des femmes qui sont là encore dans l'enthousiasme de la volonté de ne plus se laisser faire. Et c'est le discours qu'on a entendu. Une dame a dit on va faire la grève du lit. C'est très bien, mais une autre a dit des choses beaucoup plus violentes encore concernant les hommes. Je vous laisse la primeur pour plus tard. Donc voilà. Par ailleurs, donc, est-ce que le docteur Mukwege part en politique? Non, non, pas du tout. Il est l'expression, à un moment donné, de la société civile, parce que sa parole est écoutée. Et donc, je pense qu'il cristallise la parole collective des femmes du Kivu, et ne voulant plus, comme il le dit lui-même, réparer les enfants des femmes violées, mais bientôt les petits-enfants des femmes violées, il s'est dit, je vais prendre mon bateau de pèlerin et je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France, je vais aller en Belgique, je vais aller en Angleterre, pour dire qu'il faut que ça s'arrête, simplement. Ce n'est pas entrer en politique, ce n'est pas se faire récupérer par la politique. Je crois qu'il est très conscient, comme la politique peut enliser le destin de quelqu'un de valeur. Il a mieux à faire que d'aller en politique aujourd'hui. Alors je vais terminer juste sur la question du Nord Katanga. Évidemment, c'est totalement vrai. Ce Nord Katanga vit la même terreur aujourd'hui, sans les ONG, sans les Nations Unies et sans les journalistes. C'est un vrai désastre. Et là où il n'y a pas les caméras, malheureusement, et là où il n'y a pas les ONG, ben, les crimes sont impunis. Et ce que font les milices de Gédéon et d'autres sont évidemment aussi ignobles. Moi, j'ai entendu, mais l'expression est tellement forte que je ne peux pas le croire de mes yeux, un membre de MSF, Belgique, me dire c'était une horreur, j'ai vu un seau de couilles, un seau de couilles. Ça veut dire que là, c'était plus les femmes qui étaient masculées, c'était les hommes. Voilà, merci. Donc moi je voudrais revenir là-dessus aussi. On ne peut pas dire que le docteur Mukwege soit un homme seul. Je pense que quand on parle avec lui, il exprime toujours qu'il tire sa force et son courage de la population dans laquelle il vit. Il tire son courage du courage des femmes avec qui il travaille, et il dit que ce sont des femmes qui veulent revenir dans la vie, qui veulent reprendre leurs activités. Il dit c'est ça qui m'encourage à continuer. Donc c'est pas du tout un homme seul. Il est peut-être le plus éloquent, le plus percutant de tous ceux qui prennent la parole, mais il n'est certainement pas seul. Il est produit de la société. Il est vraiment une émanation de la société civile qui ose interpeller le pouvoir politique, et c'est en cela qu'il dérange. Le deuxième point, c'est que les femmes à Mwenga, à Kanyola ou ailleurs se plaignent
pas vraiment d'être abandonnés, mais de la minceur de l'aide qui leur arrive. Et on a l'impression que c'est comme un tamis, si vous voulez, c'est comme une pyramide renversée, qu'au niveau international, je ne parle pas du docteur, parce que lui, au moins, on voit où part l'aide. Il a sa fondation Panzi, les cliniques juridiques, les services médicaux décentralisés, les cliniques mobiles. Lui, on voit. Mais qu'au niveau international, il y a beaucoup d'argent qui circule au sommet pour les plaidoyers, les ONG, les grandes organisations internationales, mais que quand on voit ce qui arrive tout à fait en bas chez les femmes, c'est vraiment c'est minable, quoi. C'est $30 et après ça c'est tout, maximum, si elles reçoivent ça sur 10 ans, c'est un maximum. Donc le tamis, c'est vraiment la pyramide renversée et qu'à la base, il n'y a pas beaucoup, malheureusement pas beaucoup qui arrivent. Alors une chose aussi qui nous avait frappé, c'est que cette violence, et là moi je ne le dirai jamais assez, cette pratique du viol, ce type de violence n'appartient pas au Congo, ça n'appartient pas à l'histoire, à la tradition, à la culture. C'est quelque chose de nouveau qui a été implanté, inoculé comme un virus. Mais comme un virus, ça se répand. Et ça se répand, et quand on voit aujourd'hui les cas qui arrivent chez le docteur, ce ne sont plus nécessairement des hommes en armes qui ont violé, mais ce sont des civils. Mais ces civils, c'est qui? Parmi eux, il y a d'anciens des démobilisés, des gens qui ont été dans la guerre, qui ont été démobilisés, remis dans la vie civile, sans aucun accompagnement psychologique. Il n'y a pas que l'impunité, on ne les a pas encadrés, on les a pas... Ce sont des jeunes gens qui étaient des enfants soldats, mais qui ont 10 ans de plus aujourd'hui, mais qui n'ont jamais connu que l'école de la violence et qui continuent à pratiquer ça simplement dans la vie civile. Et il y a aussi une chose qui m'impressionne et qui m'inquiète, c'est une espèce de, parce que j'ai vu ça au Rwanda en 1994, une sorte d'effondrement des résistances morales. Que à force d'être répandue, cette violence, cette pratique du viol, elle s'est répandue, je dirais presque comme les métastases d'un cancer qui se répand dans la société. Ou même des gens, pour des fins privées, des abus privés, pratiquent cela. Et dans les cas que nous avons vus à Kavumu, des petites filles de 3 ans, 4 ans qui avaient été violées, ce n'étaient pas nécessairement des hommes en armes venus du pays voisin ou du mouvement de guérilla voisin, c'était des gens du quartier qui étaient peut-être des démobilisés ou peut-être des gens qui cherchaient la chance, par exemple des creuseurs qui croient, mais là on est dans la folie humaine, que violer une petite fille, ça va vous donner la chance de trouver le filon, la mine la plus riche. Et donc il y a une espèce de banalisation de la violence qui est due à sa généralisation, à la durée, 15 ans, 20 ans, c'est énorme, aussi à l'impunité, le fait que les gens n'ont pas été punis pendant trop longtemps. Et donc c'est toute la société congolaise qui n'avait pas cette maladie avant, mais qui a été attaquée comme par une sorte de virus. Mais malgré tout, il y a encore des résistances à l'intérieur, je dirais presque sur le plan médical, des anticorps, des résistances, des gens qui se battent, des gens qui disent non, et donc la partie n'est certainement pas perdue, et que des gens comme Mukwege fédèrent les forces de résistance, les gens qui veulent se remettre debout, qui veulent témoigner, qui veulent reconstruire leur vie. Mais quand même, je suis quand même inquiète aussi par les exemples politiques qui continuent. Quand on a dit qu'aujourd'hui, à la suite des accords d'Addis Abeba, on envisage la réintégration des gens du M23, par exemple, qui vont rentrer d'Ouganda, eh bien, on va réinjecter dans cette société congolaise qui est déjà attaquée, malade, comme un malade convalescent, on va réinjecter une dose de virus, voilà, avec les effets que l'on peut redouter. Et donc, l'affaire, ça n'est vraiment pas terminé.
Et je crois que l'impunité et le côté vicieux, je dis bien vicieux, de ces accords de paix successifs qu'on impose à la population congolaise et à ses dirigeants a un côté vicieux parce que le corps est malade, il n'est pas fichu, il y a encore des éléments de résistance, mais on injecte chaque fois des éléments de poison dans l'ensemble. Et donc là, je crois qu'on doit être inquiet, qu'on doit être vigilant et faire en sorte que le docteur ne plaide pas dans le désert. Et je rejoins assez bien le point de vue des intervenants qui disent on voit les grands de ce monde qui font des grandes déclarations, mais ce sont les mêmes qui sont là à faire pression sur Kinshasa pour qu'on réintègre tous ces gens dans l'armée, dans la société, au nom des accords de paix, etc. Si la paix doit être payée par le martyre des femmes et des hommes du Kivu, il y a quand même un gros problème, c'est payé trop cher. Pas une hiérarchie dans l'horreur, loin de là. Mais comme dit le docteur Mukwege lui-même, le mot viol n'est pas assez fort que pour décrire ce que les femmes subissent au Congo. Parce qu'il s'agit là vraiment d'une destruction irréversible de leurs organes reproducteurs. C'est pour ça qu'on est plus sensible à ça, tout simplement. Pour répondre brièvement à madame qui demande si nous travaillons en relais avec les associations sur place, honnêtement, jusqu'à présent, la question est non. Mais je dois quand même dire que grâce à cette initiative, il y a un amorce de début des réseaux avec des personnes qui ont des associations ici et qui ont des partenaires locaux là-bas. Peut-être pour la paix et la justice, on n'a pas encore de relais sur place, mais il y a un nombre assez important d'associations ici, je pense à Firefek et à d'autres associations ici, que ce soit à Mouka, ont des relais sur place. Moi-même, je n'ai pas d'association, je n'aime pas avoir d'association, je viens plutôt en renfort des associations pour essayer d'être un peu neutre par rapport à ça. J'ai beaucoup de relais au niveau du Congo, que ce soit dans le Bandundu, dans le Kasaï, et à l'Est, je vais aussi souvent, quand j'ai la possibilité d'aller à Kivu, je suis en contact avec des associations, et je voudrais ici, on a rendu hommage au docteur Mukwege, mais au mois d'octobre, il y a une jeune journaliste qui a pratiquement payé aussi de sa vie, qui a aussi été menacée, qui travaille à Radio Okapi, qui vient de recevoir le prix Prince des Asturies pour le travail qu'elle fait pour dénoncer les violences subies faites aux femmes, et toutes les violences au niveau de l'Est. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Est, de Kivu, mais il y a une violence qui est inouïe au niveau de la province orientale. C'est un no man's land. J'ai essayé moi-même à plusieurs reprises d'aller jusque dans ces coins-là, là où avait la LRA, mais c'est impossible, on ne sait pas y aller. Donc je vous dis, aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai que des chiffres ou des éléments qui me viennent par internet ou par téléphone, mais il n'y a personne qui sait y aller. Je pense même que Mme Colette ou que ce soit Thierry, je pense que vous n'avez pas encore eu la possibilité d'aller dans ces zones-là, parce que c'est très difficile et c'est les violences qui s'y passent de ces côtés-là. Je pense que quand on aura la possibilité de les découvrir, on tombera peut-être de nous, on sera peut-être nous-mêmes hyper renversés. Donc voilà, il y a des associations qui travaillent avec les locaux, mais comme on a encore dit, les moyens, quand on le demande au niveau des politiques, les moyens sont donnés à des ONG qui font de la desk research et non pas des travail sur le terrain. Mais les locaux, ils travaillent. Avec le peu qu'ils ont, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de financement. Voilà, un tout grand merci à tous. J'ai la lourde tâche d'essayer de résumer un petit peu ce qu'il y a sur le terrain, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Mandela, ces personnes-là ont l'expertise et je pense qu'il faut, en tout cas c'est impératif, de les associer au combat que l'on mène. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci pour la primeur du film. On n'a eu qu'un teaser, donc on espère qu'on pourra le voir très très bientôt. Comment dirais-je, j'ai été informé que nos amis de la société civile congolaise se sont mobilisés pour faire stopper les violences contre les femmes qui sont faites à l'est du Congo. Et dans ma position et compte tenu de tous les engagements que nous avons pris par rapport à nos électeurs, je pensais que c'était nécessaire de venir encourager les organisateurs de cet événement. C'est ce que je fais ce soir, en tout cas en venant encourager les organisateurs de cet événement, mais aussi montrer qu'on n'est pas indifférent à ce qui se passe. Une injustice, comme dit Martin Luther King, qui est commise ici
doit être dénoncée, parce que si elle n'est pas dénoncée, elle va laisser faire d'autres injustices qui sont commises ailleurs. Donc ce qui est commis au Congo comme injustice, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer pour qu'il ne fasse pas des injustices, y compris ici chez nous en Belgique où nous vivons. En tout cas, c'est pour encourager les organisatrices pour qu'un jour un tribunal international soit créé pour tous les viols et les massacres qui ont eu à l'est du Congo, et que les violeurs et les génocidaires et les pilleurs ne restent pas impunis et puissent promener librement à travers le monde avec le butin de leur pillage et surtout impunément par rapport aux meurtres, aux crimes qu'ils commettent, essentiellement des violences sur les femmes. Vous devez savoir quelque chose que je me permets de dire sous votre caméra, c'est qu'il n'y a pas qu'en Afrique où les États sont devenus faibles. Regardez au Nigeria, on a enlevé 200 jeunes filles, c'est pourtant un pays très puissant, un des plus puissants d'Afrique noire. L'État est incapable de les récupérer. Regardez au Mali, les rebelles sont rentrés comme dans du beurre. Regardez au Niger, les gouvernements d'État, des États africains subsahariens n'existent pratiquement plus, si je peux dire comme ça. N'ont pas la capacité de protéger les limites de leur territoire tout seul, de protéger leurs citoyens, n'est-ce pas? Et le phénomène commence à se faire également ici en Europe. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les jeunes noirs américains qui se font tuer en promenant tout simplement dans la rue. Donc le phénomène est planétaire. Donc ce n'est pas en Belgique ni en Europe qu'on trouvera chaque fois des gens à la tête des États qui ne sont pas impliqués ou qui ferment les yeux devant des crimes contre l'humanité parce que c'est trop compliqué d'aller peut-être faire régner la paix dans un pays qui est beaucoup plus lointain que chez soi. Ce qui est triste, c'est que les gouvernements occidentaux, et l'Europe n'a pas les moyens encore, et la capacité de pouvoir d'abord se défendre elle-même dans une guerre économique avec des crises, un ordre mondial économique qu'elle a lancé et qui entraîne aujourd'hui des conséquences, y compris ici en Europe même. Donc mon sentiment, c'est que certains crimes restent impunis parce que tout simplement, les dirigeants européens n'arrivent pas à répondre aux besoins de leurs propres concitoyens et ils ont fort à faire dans tous ces pays et se préoccupent très peu de ce qui se passe dans les États du tiers-monde. Pire, ceux qui décident sont aujourd'hui sous la botte de ceux qui ont de l'argent. Donc on a toujours dit que la politique décidait avant toute chose, mais moi, vos médias, on appelait ça le quatrième pouvoir. Moi je dis le premier pouvoir c'est l'argent, le deuxième c'est les médias, parce que celui qui a l'argent, il peut payer ses médias. Et les médias disent rendre justice à la place de la justice. Et la justice est restée le troisième pouvoir. Le quatrième pouvoir, ce sont les fonctionnaires, les bureaucrates, les technocrates. Et puis seulement les policiers deviennent les politiciens deviennent le cinquième pouvoir. Et cet ordre que je suis en train d'évoquer prouve que le politique comprend pour responsable de la situation n'a plus la capacité de pouvoir répondre à des besoins, y compris dans son propre pays ou dans l'espace européen déjà. Je parle européen comme américain. Obama était impuissant devant les meurtres contre la population noire dont il est issu par une police assez comment dirais-je, pas exemplaire. Donc, quand vous transposez ça au niveau de l'Afrique, ça donne les résultats où certains dirigeants européens, je ne dis pas que ça donne bonne conscience en donnant les prix à Dr Mukwege, c'est une reconnaissance, il faut l'admettre. Il aurait dû avoir le prix Nobel de la paix, j'étais à Oslo quand il y était. Je ne le connais pas à titre individuel, mais je crois que le prix, il faut bien les donner à des gens quand même qui ont fait un travail, même si il y a un double langage, visiblement, que vous dénoncez, que moi aussi je ne peux pas tolérer, n'est-ce pas? Mais en continuant à sensibiliser à travers les prix qui sont donnés comme à Dr Mukwege, peut-être que l'opinion publique pourrait comprendre un jour qu'on envoie des militaires européens, français, belges ou allemands pour aller sécuriser les points où les crimes se commettent d'une manière impunie. Aujourd'hui, on commémore 15 femmes congolaises ont été enterrées vivantes dans un village du Kivu. Mais la majorité des Congolais ne savent pas cela. Comment expliquer cela que la majorité des Congolais, même de la diaspora, ne savent pas que 15 femmes ont été enterrées vivantes? L'exemple, l'explication n'est pas compliquée. La diaspora est mal organisée, elle est désorganisée, on l'aide à se désorganiser, à la fois par le pouvoir public qui devrait structurer, qui devrait subsidier suffisamment pour pouvoir accueillir. Je pense que l'État a le devoir de subsidier les associations qui aident à pousser les étudiants ou les jeunes Congolais à lutter contre l'échec scolaire, les gens qui consacrent leur temps à faire la guidance pour la recherche de boulot, l'emploi, etc., etc.
et que si cette diaspora est suffisamment intégrée, elle peut disposer des moyens et des initiatives personnelles pour pouvoir faire une sensibilisation et communiquer. Je vais prendre un exemple, votre télévision est une télévision privée, vous devriez être subsidié, n'est-ce pas, pour pouvoir, avec des contraintes, pour que vous puissiez donner une information éducative à tous ceux qui vous suivent, qui sont nombreux. Donc c'est normal qu'on trouve des gens qui ne sont pas informés parce que les canaux d'information ne sont pas soutenus exprès, n'est-ce pas, à la fois par les dirigeants africains, je dis les dirigeants africains parce que l'Union africaine pourrait, dans la capitale de l'Europe, nous sommes dans le bâtiment ACP, pouvoir avoir une section de l'associatif poussée des vocations d'assistants sociaux, de psychologues, de médiateurs, d'éducateurs et des animateurs univers à aider d'abord la diaspora à pouvoir s'intégrer ici et à la sensibiliser par rapport aux discriminations et injustices qui se passent dans le pays d'origine. Donc il y a quelque part un responsable et notre responsabilité aussi en tant que diaspora, c'est qu'il y a des initiatives comme celle-ci qui sont faites, mais le reste minoritaire. Pour terminer, la Belgique bouge autour des grèves, des manifestations générales, des grèves générales. Que se passe-t-il, vous qui êtes sénateur? C'est parce que nous avons un gouvernement de droite avec des élans racistes et des élans extrémistes de droite. Vous avez entendu ce que le secrétaire d'État Théo Franken a dit sur les Congolais qui n'ont pas de plus-value. Et je renvoie aux téléspectateurs qui ont voté pour la NVA, n'est-ce pas? Ils ont démenti cela. Mais non, ils l'ont démenti, mais les écrits sont là. vous refusez de voir la vérité en face. Eh bien, en attendant, c'est toutes les semaines qu'on expulse les gens. Nous, ni Jeanne et moi, nous avions dit devant vos caméras, votre caméra, nous avions dit qu'on allait expulser des gens, qu'on allait, comment on appelle, saboter le processus de naturalisation, de nationalité, qu'on allait persécuter les gens dans leur minimex, dans leur chômage. Nous l'avions dit, mais vous aviez des candidats sous votre caméra qui ont dit que nous faisons la politique de la peur et que le minimex est un droit, le chômage est un droit, le papier est un droit, la nationalité est un droit. Je n'en ris pas, ça ne me fait pas rire, même si ce qui me fait rire, c'est le fait que vous ne voulez pas admettre en disant qu'ils ont démenti, mais allez voir vous-même sur leur site. Ce n'est pas moi qui les ai accusés, ce sont vos médias qui les ont accusés. Donc, il faut dire que la Belgique bouge parce que ce gouvernement est populaire, s'en prend non seulement aux étrangers, mais s'en prend encore plus aux Belges, les souches eux-mêmes, chez eux. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils s'en prennent aussi aux minorités d'abord, n'est-ce pas, par rapport à leur situation, au système de protection sociale qui protège davantage les plus faibles. Donc, c'est un gouvernement qui s'en prend visiblement aux plus faibles, non seulement les minorités subsahariennes ou marocaines, congolaises et algériennes, mais s'en prend aussi aux Belges blancs faibles. C'est pour ça qu'il y a des grèves. C'est pour ça que ces Belges, eux, ils agissent. Bon, nous, on nous a donné l'opportunité d'agir le 25 mai. Nous avons dispersé nos voix et voilà, ce qu'il faut dire, nous allons subir. Et nous devons subir, il n'y a pas de responsable aujourd'hui. Je crois que ceux qui nous ont invités à ne pas voter pour nos minorités, qui auraient pu faire pencher la balance pour que le Parti démocratique reste dans une majorité au niveau fédéral, ceux qui sont venus devant vos caméras doivent vous rendre des comptes, vous expliquer. Mais là, si le CDH n'est pas au gouvernement, on dit que c'est la faute à Benoît. Non, vous avez mal négocié. Non, c'est parce que Milké devait avoir 40 000 voix. S'il avait 40 000 voix, nous serions au gouvernement. Mais vous avez préféré être derrière le PS? Non, mais d'accord. On allait monter dans le gouvernement pour faire quoi? Pour aller tenir le bic de Théo Franken pendant qu'il expulsait. Déjà, les Congolais vont nous accuser d'avoir expulsé des gens alors que Milké a régularisé 58 000 personnes. Donc, on ne voulait pas aller au gouvernement dans ces conditions-là pour que vous puissiez encore, pour pas qu'on la mise en fout, comme on dit, dire que le CDH est responsable. Non. Maintenant, vous avez dit que la NVA va changer les choses et au Congo et partout. Vous nous avez voulu de ne pas être mêlés dans les histoires des élections au Congo. Vous nous avez accusés d'avoir été lâches, etc. Mais non, on espère que la NVA va répondre parce que vous avez voté la NVA. Bon, moi je trouve que la conférence a été enrichissante dans la mesure où j'ai appris des choses que je ne savais pas. Et j'ai vu que les personnes qui ont pris la parole comme Thierry et Nicole, c'est Colette, ont donné des informations, des pistes à suivre, des pistes de solutions par rapport aux problèmes des femmes qui se posent au Congo. Alors, je pense que
une des partenaires de l'organisation de cette activité. C'était un bon moment que nous avons partagé. Il y avait besoin d'avoir une piqûre de rappel parce que bon, la question qui a été débattue est vraiment toujours d'actualité malheureusement. Et ça a été une année, cette année-ci on la termine de manière fastueuse parce qu'on a eu la récompense du docteur Mukwege, celle des femmes de paix. Et c'est pour dire qu'effectivement nous devons toujours continuer l'année de l'avant. Nous devons toujours sortir. Mais par rapport à votre question, êtes-vous satisfait? Non, mais bon, j'ai l'habitude de ce genre de réponse. Hein, donc, moi, je crois qu'il faut qu'on commence à changer le discours, la manière dont on parle au Congolais. Qu'on arrête de nous noyer dans, comme eux-mêmes l'ont dit, hein, des conférences et des conférences à ne plus en finir et rien sur le terrain. Quoi. Donc, voilà. Merci. Mais je crois que c'est une très bonne action parce qu'on ne doit pas oublier ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout ce qui est viol, tout ce qui est viol, les gens trouvent ça normal alors que ce n'est pas quelque chose de normal. On ne doit pas banaliser ça. Et il est important de pouvoir en parler pour mettre ça sur la table de l'actualité, si je peux dire. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit soutenir et ne pas s'arrêter là évidemment, aller de l'avant parce que nous on est ici, on a le confort, nos sœurs qui sont là-bas au Congo, surtout à l'Est, souffrent et je pense qu'elles ont besoin de pouvoir parler peut-être à leur nom ici. Par rapport à la reine Elisabeth, à la reine, la nouvelle de la mort de la reine. Oh, la reine Fabiola. La reine Fabiola, c'est triste, hein? C'est triste. Je présente d'ailleurs mes condoléances à la famille royale. Mais c'est notre chemin à nous tous. Je pense qu'elle est arrivée au bout de sa vie, que son âme repose en paix. Merci. En tout cas, bon, la conférence elle était très bien. Elle était très bien, elle était très instructive. On a les lois aussi vraiment pour apprendre avec stupéfaction que dans le monde on a on a vu des témoignages à au film qu'on a vraiment, c'est très choquant. Donc ça va pousser à ce que, comme militer un peu plus pour une justice, que Mili Mouabatoa, Batola Bakei, qui n'est pas mbattu. Il va quand même que c'est ma, la justice pour mais question Batola qui est sur paradoxe entre le docteur Mukwege et de l'autre côté pour soutenir le gouvernement. On est politique, mais bon, c'est vrai que dans la salle que est un peu plus favorable à élever la cadre d'activité médicale, sociale, pas élever la côté de la reine politique. Mais bon, c'est peut-être mitigé comme choix. Mais de toute façon, mon client soit libre et on va choisir la vie. Je pense que ce serait une erreur pour lui. Ami Longola, côté la reine politique, parce que je ne pense pas qu'il a préparé pour la moussala politique. Ils ont risqué, ils vont annihiler, donc effacer un bénéfice nioso. Il y a moussala, il y a sali la réparation, il y a ma femme. Alors, ça va 15 femmes au Congo, au Kivu, mais la majorité de la diaspora est bien montée. Pourquoi communication et puis eza question ya intérêt pe oni neti lelo soki nga nayaki na conférence ote mpe makambo wana nayebi yango mpe te tu vois donc eza intérêt oyo faut topipesa tozala intéressé na makambo etali mboka na biso et puis bon information mpe toza très organisé te en matière d'information sikoyo bino bozobunda ndenge oza wana caméra pasteur bobo namoni cyprien wechi bozobunda ya korelaye quand même information na kati ya communauté c'est très bien mais il faut mosala na ekoba ekebeka liboso. Merci. En fait, c'est une commémoration pour ces martyrs, ces femmes qui ont souffert, qui ont été torturées, enterrées vivantes. En fait, cette commémoration est l'amorce d'une action d'envergure, donc une action de longue date, de longue durée, où on demande, en tout cas la communauté internationale, de pouvoir mettre en place un tribunal pénal international pour le Congo, à l'instar de ce qui a été fait pour le Rwanda, parce que je pense que les crimes et les viols utilisés comme
la grande majorité de la diaspora congolaise ne connaissent pas l'histoire. L'histoire est méconnue. Ben, c'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'au niveau de la diaspora congolaise, on a tendance à s'intéresser peut-être à des futilités alors qu'il y a des choses, des éléments très très graves qui se passent en RDC. Vous savez, moi je vais souvent au Congo sur l'étape, arriver aujourd'hui à faire cette action, c'est tout simplement parce que bon voilà, ce sont des investigations que je mène au Congo depuis longtemps et d'aucuns me disent que je vais au Congo par rapport au gouvernement congolais ou par rapport à XY personne. Non, moi j'y vais pour mener mes investigations pour pouvoir à terme faire des actions. J'ai toujours dit, je n'aime pas faire des effets d'annonce, j'aime annoncer des faits. Donc voilà, c'est ce que je fais. Dans mes voyages au niveau du Congo, c'est vraiment pour trouver des éléments, connaître l'histoire du Congo, ce qui se passe, ce qui n'est pas bien et pouvoir les dénoncer. On vient vous décerner un prix Femme de paix. Essayez d'expliquer l'histoire, Femme de paix. Mais Femme de paix, je pense que les gens qui me connaissent, qui ont vu le travail que je fais, tout ce que je fais pour les femmes, dénoncer les violences faites aux femmes, les accompagner, faire des formations. Donc je pense que on a envoyé ma candidature et puis voilà, j'ai été nominée Femme de paix du Sénat belge hier. Donc aujourd'hui je suis Femme de paix par rapport à toutes ces actions qui en fait encouragent les femmes. Décerné par le Sénat belge. La reine Fabiola vient de décéder. On vient d'apprendre la nouvelle en pleine conférence. Votre sentiment? La joie, c'est triste, hein. C'est quand même c'est une reine. On a grandi avec cette reine-là et le roi Baudouin était un grand roi. Donc savoir que la reine Fabiola est partie aujourd'hui, paix à son âme, elle reposera en paix, mais ça va quand même être un manque pour la Belgique. C'était quand même une grande dame. Voilà, je voulais vraiment saluer beaucoup de personnes ont répondu présentes à votre conférence. C'était vraiment plein. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Mais je pense que les gens ont compris, ont eu conscience et beaucoup, ne connaissant pas l'histoire, étaient curieux de venir voir un peu et apprendre l'histoire. Et ça me réjouit parce que tout le monde est unanime, tout le monde veut participer en fait aux actions futures, c'est-à-dire cette lobbying que nous allons faire au niveau de la Cour pénale internationale pour demander en fait d'avoir un tribunal pénal international au Congo tel que lancé par Maître Reti et Maître Durkin. Donc voilà, nous allons travailler avec eux et je suis content de voir qu'il y a eu beaucoup de monde à cette conférence. La prochaine étape? Prochaine étape, donc nous partons dans le Bukavu pour rencontrer des témoins et puis après au retour nous irons à la Cour pénale internationale à La Haye. Donc là, au moment opportun, quand ça sera organisé, on reviendra vers vous pour demander aux gens de nous accompagner pour faire pression à la Cour pénale internationale. Et puis après, fin février, peut-être au début mars, nous aurons une deuxième conférence avec les recommandations et le rapport à mi-parcours de l'évolution de ces dossiers, mais ça sera au Palais des Justices dans la grande salle de bâtiment. Le docteur Moukoulou est bien protégé et vous? Je ne sais pas encore, on verra bien. C'est pas des risques d'aller dans des zones de conflit? Écoutez, ce sont des risques que j'ai déjà pris, que je continue à prendre et que je continuerai à prendre. Tant que la violence les viols sera utilisé comme arme de guerre au Congo, voilà, je serai là. C'est peut-être dans ma nature, je ne sais pas, mais je pense que c'est un combat qu'on a commencé, on ne peut pas laisser un combat en plein milieu, ça serait de la lâcheté, et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. En tout cas, nous vous soutenons, Femme de fer, ça c'est bon, merci. Les amis, pasteur Bobo, Ozala, traiteur, nous avons fait au Lambaka, au Lessakabatebele, la domaine nayo, il y a Kalamiko pasteur Bobo, au présenté Makamulayo. La diaspora, Ozala coiffeur, Ozala salon de coiffure, au Yebana, Penzabat Bayaka, Bakatarasuki, il y a Kalango, Ozala promotion. Toyambayo, les amis quoi pasteur Bobo. Aux la boutique exotique yaka aux congolais, tu dis qu'il est le boutique exotique et belé et comme les pakistanais et comme les indiens et comme les balani mais mon le Congo au tekara kwanga au tekara biloko ya biso ya Congo yaka la miko pasteur Bobo. Tout c'est la promotion, les amis quoi pasteur Bobo, tu dis que pousser dans la biso ya Congo
répondre. Ozala yo oluesaka mituka ozala na imola yo bandako oluesaka bandako yaka baappartement bandako otekaka mi bandako yaka na micro pasteur obo tokoyamba yo po ete na bazali ebele ozala pâtisserie ozala boulangerie na domaine nyonso oyo ozali na diaspora yaka soki oatrépondre la poto te ekozala mpasi lobi na mboka na biso oyo atrépondre ozala agence mpo ya fret botundaka biloko ezala mbongo biloko okwa yaka na micro pasteur bobo ekomi ntango bana ya diaspora babanda koatrépondre bayeba mpo soki mpe bazongi na mboka yango lobi bayeba elongi bakosala ata soki otravaille la Congo baentreprise na yo ezala Congo oza koatrépondre na mboka na biso Congo yaka na micro pasteur bobo eza miso mpe matoi ya diaspora.